Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On s'attaque à un chef-d'œuvre, l'effet boule de neige. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains chapitres. On est en hiver, Warren a 9 ans dans le jardin. Il joue dans la neige avec sa petite sœur Bertie. Warren attrape des flocons un par un d'abord, puis il les ramasse à pleine poignée. Il commence à les tasser en boules. Lorsque la boule grossit, il la place sur le sol. Elle commence à rouler. Il lui administre une petite poussée et elle ramasse plus de neige. Il pousse la boule plus loin, agglutinant de plus en plus de neige. Et ne tarde pas à atteindre l'extrémité du jardin. Après un petit moment d'hésitation, il continue poussant sa boule dans le reste du quartier. Et de là, Warren poursuit son chemin, les yeux rivés sur un monde plein de neige. L'effet boule de neige. Première partie, la bulle. Chapitre 1. La version la moins flatteuse. Nous sommes à Omaha en juin 2003. Warren Buffett s'ado à son fauteuil, croise les jambes. Il est assis derrière le bureau en bois massif qui avait appartenu à son père Howard. La veste de son couteau costume Xenia prend mollement sur ses épaules comme il s'agissait d'un prêt-à-porter mal taillé. Il porte cette veste toute la journée durant tous les jours de l'année et peu importe comment sont habillés la quinzaine d'employés travaillant au siège Berkshire Hathaway. Le col de sa chemise blanche est trop serré et sort de sa cravate comme si elle datait de l'époque où il était un jeune businessman, comme s'il avait oublié de vérifier la taille de son cou depuis ces 40 dernières années. Et noue ses mains derrière la nuque. Ses doigts traversant des mèches de cheveux blancs. Une mèche particulièrement épaisse et embrouillée se dresse au-dessus de son crâne et prend sur son oreille droite. Son sourcil droit se soulève au-dessus de ses grosses lunettes à monture d'écaille. À divers moments, ce sourcil broussailleux lui donne soit un air sceptique, soit un air savant, soit un fascinant. Aujourd'hui, il arbore un sourire discret, ce qui confère au sourcil rebelle à un air captivant. Néanmoins, l'homme vous fixe de son regard bleu pas intense. Autour de lui, beaucoup d'images et de souvenirs de ces 50 dernières années. À l'extérieur de son bureau, les murs sortent de photographies de l'équipe des Nebraska Cornhuskers. On y voit aussi le salaire qu'il a gagné pour une participation dans un swap opéra. La lettre d'offre jamais acceptée d'achat d'un hedge fund appelé Long Term, Capital Management et des objets Coca-Cola partout. Sur la table basse dans son bureau, une bouteille de Coca-Cola classique. Un gant de baseball pris dans du plexiglas. Au-dessus du canapé. Un certificat prouvant qu'il a assisté aux conférences de Dale Carnegie en janvier 1952. La diligence de Wells Fargo trône au sommet d'une bibliothèque. Un prix Pulitzer gagné en 1973 par le journal The Omaha Sun dans lequel il avait des parts. Éparpillés dans toute la pièce, des livres et des journaux. Des photographies de sa famille et de ses amis. Recouvre une desserte et une console et siège sous le casier près de son bureau en lieu et place d'un ordinateur. Un grand portrait de son père est accroché au-dessus de son fauteuil sur le mur derrière son bureau. Il fixe tout visiteur qui entre dans la pièce. Même si une belle matinée de fin de printemps se devine derrière la fenêtre. Les volets de bois brun sont fermés et empêchent d'admirer la vue. La télévision dirigée vers le bureau diffuse CNBC en continu. Le son est coupé mais les infos qui défilent en bas de l'écran lui permettent de se tenir au courant tout au long terme de la journée. Avec les années, pour son plus grand plaisir, les informations parlent de plus en plus souvent de lui. Cependant, peu de personnes le connaissent réellement. Personnellement, je le connais depuis 6 ans. Au début, j'étais une analyse financière qui suivait l'action Berkshire Hathaway. Avec le temps, notre relation est devenue amicale et aujourd'hui je me propose de mieux le connaître. Nous sommes assis dans le bureau de Warren. Ce n'est pas lui qui va écrire ce livre. Ses sourcils indisciplinés me ponctuent ses phrases lorsqu'il me répète « Tu feras mieux que moi, Alice ». Je suis content que ce soit toi et non moi qui écrive ce livre. Pourquoi dit-il cela? On le comprendra à la fin. Entre-temps, nous commençons par ce qui lui tient le plus à cœur. Pourquoi Warren? Pourquoi est-ce si important pour vous de gagner de l'argent? Son regard se fait lointain pendant quelques secondes, laissant défiler les images de son film intérieur. Warren commence à raconter son histoire. Balzac a dit que derrière toute grande fortune il y a un crime caché. Cela n'est pas vrai concernant Berkshire. Il se lève hâtivement de son siège pour mieux faire comprendre sa pensée et traverse la pièce à grandes enjambées.
Il se laisse tomber dans un grand fauteuil du brocart doré se penche en avant. Son attitude est plus celle d'un adolescent qui se vanterait de sa première idylle que celle d'un financier de 72 ans. Comment interpréter l'histoire? Qui d'autre interviewer? Que écrire? C'est à moi d'écrire ce livre. Il parle longtemps de la nature humaine et de la fragilité de la mémoire. Puis il me dit Alice, si ma version diffère de celle d'un autre, utilise la version la moins flatteuse. Parmi les nombreuses leçons, les meilleures sont apprises simplement en l'observant. Voici la première: l'humilité des armes. Finalement, il n'y aura pas beaucoup de raisons de choisir la version la moins flatteuse. Mais lorsque je le fais, c'est à cause de la nature humaine. Pas de la fragilité de la mémoire. Comme par exemple à Sun Valley en 1999. Chapitre 2: Sun Valley, Idaho, juillet 1999. Warren Buffett sort de sa voiture et retire sa valise du coffre. Il passe la grille d'accès au tarmac de l'aéroport où l'attend pour lui et sa famille. Un jet Gulfstream 4 blanc de la taille d'un avion de commerce régional, le plus gros avion privé au monde à l'époque en 1999. L'un des pilotes lui prend sa valise pour la mettre dans la soute de l'avion. Tous les pilotes qui ont volé pour la première fois avec Buffett ont été choqués de le voir sortir d'une voiture qui conduisait lui-même et porter lui-même son bagage. Il grimpe les escaliers avant d'entrer dans l'avion. Salut, le steward, un nouveau, et se dirige vers un siège près du hublot à travers lequel il ne regardera jamais de toute la durée du vol. Son humeur est gaie. Il attend ce voyage depuis des semaines. Il est suivi de son fils Peter et de sa belle-fille Jennifer, de sa fille, Suzanne, et de son compagnon et de 2 de ses petits-enfants. Tous s'installent dans des sièges en cuir couleur crème disposés dans l'habitacle de 14 mètres de long. Ils font pivoter leurs sièges, loin des panneaux incurvés du fuselage pour se donner plus d'espace, tandis que l'hôtesse leur offre les rafraîchissements. La petite cuisine est remplie des encas et boissons préférées de la famille. Une pile de magazines repose tout près sur le sofa: Vanity Fair, The New York Worker, Fortune, Washington, le Robe Report, The Atlantic Monthly, The Economist, Vogue, Yoga Journal. Elle propose à Warren une pile de journaux ainsi qu'un bol de chips et un Cherry Coke de la même couleur rouge que son pull. Il la remercie, bavarde avec elle pendant quelques minutes pour diminuer sa nervosité. C'est la première fois qu'elle vole avec son patron. Enfin, il lui fait savoir qu'elle peut avertir le copilote qu'ils sont prêts à décoller. Puis il se cache derrière un journal tandis que l'avion roule sur la piste, s'envole à 12 000 mètres d'altitude. Pendant les 2 heures qui suivent, 6 personnes s'agitent autour de lui, regardent des films, bavardent et passent des coups de fil. Pendant ce temps, l'hôtesse dispose des nappes et des vases d'orchidées sur les tables de repas en bois de chêne avant de retourner à la kitchenette, préparer le déjeuner. Warren Buffett n'a toujours pas bougé. Il reste assis à lire, caché derrière ses journaux, comme s'il était seul dans son bureau. Ils sont dans un palace au volant de 30 millions de dollars. C'est un avion en multipropriété, c'est-à-dire que 8 propriétaires se le partagent, mais il fait partie d'une flotte et donc tous les propriétaires peuvent voler en même temps s'ils le souhaitent. Les pilotes dans le cockpit, l'équipe qui l'entretient, les contrôleurs qui l'ont garé à l'embarquement 6 heures à l'avance et l'hôtesse qui sert leur déjeuner. Tout ce travail avec Netche qui appartient à l'entreprise de Warren Buffett. Un peu plus tard, le G4 traverse Snake River et s'approche des montagnes baignées de soleil. Ce sont des montagnes de granit sombre issues d'un vaste soulèvement géologique datant du Crétacé. L'avion navigue dans l'air pur et limpide de la Hood River, descend à 2500 m et sort en vent de montagne. Issu des turbulences générées au niveau des contreforts bruns en contrebas. Buffett continue à lire imperturbable tandis que l'avion est secoué et que les membres de sa famille s'agitent dans leur siège. Des taillis parsèment le sommet d'une seconde chaîne de montagnes et des rangées de pins apparaissent sur leur crête entre les ravins sur le versant sous le vent. La famille se réjouit d'avance tandis que l'appareil amorce sa descente au travers de passagers. 3 entre les cimes des montagnes, le soleil au zénith projette l'ombre élancée de l'avion au-dessus de l'ancienne ville minière d'Arley dans l'Idaho. Quelques secondes plus tard, les roues touchent la piste de Friedman Memorial. Le temps que la famille de Buffett, aveuglée par le soleil de juillet, pose le pied sur le tarmac de SUV, se sont garés à côté de l'avion conduit par 2 employés de Hertz. Tous 2 portent l'uniforme, noir et doré de l'entreprise. Toutefois, à la place du logo Hertz, on peut lire Allen & Co. Les petits-enfants bondissent de joie à mesure que les pilotes chargent dans la voiture, les bagages, les raquettes de tennis et un sac de golf rouge et blanc Coca-Cola.
Puis Warren et les autres serrent la main des pilotes, disent au revoir à l'hôtesse et s'engouffrent dans les SUV. Contournant la seule vallée aviation, un petit hangar en bout de la piste sud. Ils passent les grillages et s'engagent sur la route qui mène aux montagnes au loin. À peine, 2 minutes se sont écoulées depuis que les roues de l'avion ont touché la piste. Conformément à l'horaire prévu 8 minutes plus tard, un autre jet atterrit à la suite d'1 heure et se dirige vers son propre emplacement de parking. Tout au long de cet après-midi ensoleillé, les jets se succèdent venant du sud, de l'est ou de l'ouest par-delà les montagnes pour atterrir sur Harley de solide. Cessna citation de somptueux Learjet de Luxio Falcon mais surtout d'impressionnants G4. À la fin de l'après-midi, des dizaines d'avions à la blancheur éblouissante sont garés sur la piste comme la vitrine de jouets d'un important homme d'affaires. Warren suit le chemin tracé par les premiers SUV qui relient l'aéroport à la petite ville de Ketchum au bord de la forêt nationale près de l'embranchement du col Elkhorn. Quelques kilomètres plus loin, il contourne Dollar Mountain derrière laquelle apparaît une oasis de verdure nichée au milieu du flanc brun. Là entre les entrelacs des pins et les trembles chatoyants se trouve Sun Valley, la station légendaire de cette montagne, c'est là qu'Ernest Hemingway a commencé à écrire Pour qui sonne le glas. Là où les skieurs et patineurs olympiques ont depuis longtemps élu domicile. Les nombreuses familles qui le rejoignent ce mardi après-midi ont tout un lien avec Allen & Co. Une société d'investissement spécialisée dans les médias et la communication. Allen & Co a opéré le montage de quelques-unes des plus grandes fusions à Hollywood et depuis plus d'une décennie accueille tous les ans une série de débats et de séminaires associés à des loisirs en extérieur pour ses clients et amis. Herbert Allen, PDG de l'entreprise, n'y invite que les gens qu'il aime et ceux qui le souhaitent faire des affaires. La conférence réunit donc toujours des gens à la fois célèbres et riches, des stars et des producteurs hollywoodiens comme Candice Bergen, Tom Hanks, des manias des médias comme Barry Diller, etc., des journalistes réputés comme Tom Brokaw et Charlie Rose et des géants technologiques comme Bill Gates, Steve Jobs et Andy Grove. Comme chaque année, une meute de reporters les attendent à l'extérieur du Sun Valley Lodge. La veille, ces journalistes sont partis de l'aéroport de Newark dans le New Jersey ou de tout autre d'embarquement semblable pour embarquer dans un vol commercial jusqu'à Salt Lake City. Ils se sont ensuite précipités sur Concours et ont attendu parmi une foule d'autres voyageurs jusqu'à ce qu'il soit temps de s'entasser dans un avion. Pour Sun Valley à l'arrivée. Leur avion a été dirigé jusqu'à l'autre bout de l'aéroport près du terminal de la taille d'un court de tennis où ils ont vu des employés de Allen & Co. Jeunes bronzés vêtus de shorts blancs et des polos pastels arborant le logo SV99 pour accueillir la poignée d'invités d'Allen & Co. Arrivons sur des vols commerciaux. Ces derniers sont immédiatement reconnaissables parmi les autres passagers des hommes. Chaussés de bottes western vêtus de chemises, Paul Stewart et de gens, des femmes portant des vestes en daim et couvertes de bijoux. Le personnel Allen a auparavant mémorisé les visages des nouveaux venus à partir de photographies qu'on leur a fournies précédemment. Ils étreignent ceux qu'ils ont déjà rencontrés les années précédentes comme si c'était de vieilles connaissances. Je charge les bagages, les invités et les guides vers les files, les SUV que les attendent au parking. Les journalistes se rendent d'abord au bureau de location de voitures, puis au lodge, à présent pleinement conscients de leur statut inférieur. Ces prochains jours, beaucoup de zones. Le Sun Valley seront privés à l'abri des regards, indiscrets grâce à des portes fermées, une sécurité omniprésente, des pots de fleurs, suspendus et d'épées massives de plantes. Les journalistes se tapiront au bord exclu des événements intéressants qui se dérouleront à l'intérieur. Depuis que Michael Eisner, PDG de Disney, et Tom Murphy à la tête de Capital Cities ABC ont conclu un accord pour fusionner leur entreprise. C'est ainsi qu'on fait souvent référence au congrès comme s'il avait englouti toute la station. Ce que d'une certaine façon il a fait. La couverture médiatique est montée jusqu'à atteindre l'atmosphère grisante d'une version financière du Festival de Cannes. Toutefois, les fusions qui sont nées à Sun Valley n'étaient que des détachements occasionnels d'un iceberg. Sun Valley est plus qu'un lieu où se concluent des affaires, même si ces accords sont ceux qui en est la partie la plus médiatisée. Chaque année, les rumeurs courent que telle ou telle entreprise travaille à un accord lors de ce mystérieux conclave dans les montagnes de l'Idaho. C'est ainsi que, à mesure que les SUV passent les uns après les autres par la porte cochère, les journalistes essaient de voir qui se trouve à l'intérieur. Lorsqu'une personnalité arrive, ils pourchassent leur proie jusqu'à dans l'hôtel, brandissent leurs caméras et micros. La presse reconnaît tout de suite Warren Buffett dès sa sortie de véhicule. Il fait partie intégrante de la conférence, confirme son ami dans le Keough, président d'Allen & Co.
La plupart des journalistes apprécient Buffett qui est parvenu à ce que personne ne le déteste. Il les intrigue également. Son image publique est celle d'un homme simple et franc. Pourtant sa vie est compliquée. Il possède 5 maisons mais n'en habite que 2. Il a aussi 2 femmes. Il parle en aphorisme simple avec une étincelle bienveillante dans le regard et un groupe d'amis fidèles. Pourtant au fil des années, il a gagné une réputation d'homme durant la faire voir impitoyable. Il semble fuir toute publicité et pourtant il arrive à attirer plus de commentaires que n'importe quel autre homme d'affaires dans le monde. Il survole le pays dans un G4 souvent pour participer à des événements people et visiter de nombreux amis célèbres. Pourtant il affirme préférer Omaha les hamburgers et la simplicité. Il affirme que sa réussite est basée sur quelques idées d'investissement simples et parce qu'il travaille avec enthousiasme tous les jours. Mais si c'était vraiment le cas, pourquoi personne d'autre n'a été capable de l'imiter ? Le fait comme toujours salue les photographes et leur adresse un sourire bienveillant tandis qu'il rentre dans l'hôtel. Et le mitraille puisse se détourner pour voir arriver la voiture suivante. La famille Buffett se dirige vers son appartement au décor provençal, l'un des plus prisés du groupe Wildflower. Il est situé près de la piscine et des cours de tennis où Herbert Allen héberge ses invités VIP. À l'intérieur, les cadeaux habituels les attendent, plusieurs blousons au logo Allen & Co SV99, des casquettes, de baseball, des gilets à fermeture, à glissière, des polos. Chaque année, la couleur varie ainsi qu'un carnet zippé. Malgré une fortune estimée à plus de 30 milliards de dollars suffisante pour acheter un millier de G4 comme ceux qui stationnent à l'aéroport, une des choses que Buffett aime particulièrement, c'est de recevoir gratuitement une chemise de golf d'un ami. Il prend le temps de soigneusement observer le butin de cette année. Cependant, ce qui l'intéresse encore plus, c'est de lire la note personnelle qu'envoie Herbert Allen à chacun de ses invités et le programme des conférences parfaitement organisé expliquant ce que Sun Valley leur réserve cette année. Prévu à la seconde pré-organisé jusqu'au moindre détail. L'emploi du temps de Buffett est conçu heure par heure, jour par jour. Le programme indique les intervenants et les sujets des conférences en secret. Soigneusement gardés jusqu'à présent et les déjeuners et dîners auxquels il assistera. Contrairement aux autres invités, le fait qu'on ait d'avance la majeure partie du programme, mais il veut malgré cela avoir confirmation de ce qu'il sait déjà. Herbert Allen, également appelé maître de Sun Valley et chorégraphe silencieux du congrès, a donné le ton de luxe désinvolte qui entoure l'événement. Pour le cite souvent pour ses principes élevés, son intelligence, ses bons conseils et sa générosité. Accepteriez de mourir avec le respect de quelqu'un comme Herbert Allen, confie un invité. N'osant prendre le risque de ne plus être invité à la conférence, ceux qui émettent une critique vont rarement. Au-delà des vagues propos tels que Herbert est inhabituel, agité, impatient et il possède un ego surdimensionné. Aux côtés de cette grande silhouette maigre et nerveuse, on doit se forcer pour suivre ses paroles qu'il débute à toute vitesse. Il aboie les questions plutôt qu'il ne les pose, coupe ses interlocuteurs au milieu de leurs phrases de crainte qui ne lui fassent perdre une seconde de son temps. Il est spécialiste pour dire ce qu'il ne se dit pas. Wall Street finira par être éliminé. A-t-il un jour affirmé à un journaliste ? Même s'il dirige une banque à Wall Street. Il qualifie ses concurrents de vendeurs de hot-dogs. Allen a maintenu la petite taille de son entreprise et ses banquiers mettent en jeu leur propre argent. Cette méthode peu conventionnelle a fait de l'entreprise un associé plutôt qu'un simple fournisseur de services pour ses clients qui sont l'élite de Hollywood et du monde des médias. Par conséquent, lorsqu'il les accueille, ses invités se sentent privilégiés et non pas pris en otage par des vendeurs qui les baratineraient à tout instant. Chaque année, Allen & Co propose un agenda social détaillé construit autour du réseau de relations personnelles de chaque invité, que l'entreprise connaît et des nouvelles personnalités que selon les majordomes d'Allen, il devrait rencontrer. Des hiérarchies tacites dictent la distance entre les appartements des invités et l'hôtel où se tiennent les réunions, à quel repas les invités sont conviés et auprès de qui ils seront assis. Tom Murphy, l'ami de Buffett, qualifie ce genre d'événement de réunion éléphantesque. À chaque rassemblement de sommité, raconte Buffett, vous parvenez à faire venir les gens parce que cela les rassure de savoir qu'ils assistent à une réunion d'éléphants. Cela veut dire qu'ils en sont aussi un. Sun Valley a toujours été très rassurant parce que contrairement à beaucoup de rassemblements d'éléphants, on ne peut pas acheter son entrée. Le résultat est une sorte de fausse démocratie de l'élite. Une partie de l'intérêt à venir est de voir qui n'a pas été invité et encore plus excitant qui n'est plus invité. Toutefois, au sein de leur catégorie, les gens développent des relations sincères.
Allen & Co encourage la convivialité grâce à une pléthore de propositions de loisirs et ce dès le premier soir les invités revêtent des vêtements du Far West. Montant sur des chariots tirés par des chevaux et suivent des cow-boys. Le long d'un chemin venteux en passant par une cime naturelle jusqu'à Trail Creek. La Herbert Allen ou l'un de ses deux fils accueille les invités au coucher du soleil. Les cow-boys amusent les enfants avec des tours au lasso près d'une grande tente rouge, agrémentée de pots, de pétunias rouges et de sauges bleues. Tandis que la vieille garde de Sun Valley se réunit et accueille les nouveaux invités tout en attendant, côte à côte une assiette à la main pour un buffet de viande et de saumon. En général, la famille Buffett termine la soirée assise avec des amis autour du feu de joie qui crépite sous le ciel étoilé. La détente continue le mercredi après-midi avec, pour ceux qui le veulent, une descente très facile de la Salmon River en kayak. À cette occasion, des relations se tissent car Allen & Co contribue de façon réfléchie les places dans le bus qui mène jusqu'au lieu d'embarquement de même que dans les canoës. Les guides les conduisent à travers la vallée en silence de peur d'interrompre les conversations et de déranger des alliances naissantes. Des observateurs embauchés parmi la population locale et des ambulances réparties le long du trajet au cas où quelqu'un tomberait dans l'eau glacée. À l'arrivée, les invités sont accueillis avec une serviette chaude et un bon barbecue les attend. Ceux qui n'ont pas voulu faire de canoë se sont vus proposer de la pêche à la mouche, de l'équitation, du ball-trap, du VTT, du bridge, des leçons de tricot. Ils ont également le choix entre photographier la nature, jouer au frisbee avec les nombreux invités. Canin, faire du patin à glace sur la patinoire de plein air, jouer du tennis sur des cours en terre. Battu, se prélasser autour de la piscine ou bien faire du golf sur des greens immaculés, puis il roule en voiture, être rempli de crème solaire, de casse-croûte et d'insecticides. Tous ces loisirs se déroulent tranquillement en douceur, tout ce dont on a besoin sans qu'on ait à le demander, fourni par une équipe apparemment infatigable au polo imprimé SV, 99 quasiment invisible et cependant toujours présent. Toutefois, ce sont les babysitters, une centaine de jolies jeunes filles bronzées et quasiment toutes blondes vêtues de ces mêmes polos et portant des sacs à dos assortis qui sont l'arme secrète de Herbert Allen. Tandis que les parents et grands-parents se distraient, les babysitters s'assurent que chaque enfant est accompagné par son propre camarade de jeu pour l'activité de son choix. Un stage de tennis, du football, du cyclisme, du kickball, une promenade en chariot, un concours hippique, du patinage sur glace, des courses de relais, du rafting, de la pêche, un projet artistique ou tout simplement manger une pizza ou des glaces. Chaque babysitter a été personnellement choisi pour s'assurer que chaque enfant s'amuse. Tellement qu'il suppliera de revenir tous les ans et en même temps pour ravir le sens de l'esthétique des parents. Jetant des coups d'œil de temps en temps sur les très jolies jeunes personnes qui leur permettent de passer des journées entières avec d'autres adultes sans culpabiliser. De fait, a toujours été parmi les bénéficiaires d'Allen l'un des plus reconnaissants. Il adore Sun Valley pour y passer des vacances familiales car tout seul dans une station de montagne avec ses petits-enfants. Il aurait été complètement perdu et n'aurait su que faire. Mis à part le golf, les loisirs de plein air ne l'intéressent guère. Il n'a jamais fait de ski et de VTT. Pense que l'eau est une prison et préférait avoir les menottes aux poignets plutôt que de faire du rafting. Au lieu de cela, il se laisse mener confortablement au centre de l'attroupement d'éléphants. Il pratique un peu de golf avec Jacques Valenti, président de Mention Picture Association of America pour un pari de $, et joue un peu au bridge avec Meredith Bronco. Autrement, il passe son temps à fréquenter des gens comme la PDG de Playboy Christy Fney et le PDG de l'entreprise informatique Michael Dell. Cependant, il disparaît souvent pendant de longues périodes dans ses appartements donnant sur le terrain de golf. Là, il lit et regarde les informations économiques dans le salon assis près d'une énorme cheminée. En pierre, il remarque à peine la superbe vue du Mont Baldy couvert de pins ou les bosquets de fleurs qui remplissent un tapis de palais persans, des lupins, aux couleurs tendres et des delphiniums d'un vert saphir dominant, des pavots et des castilles, des sauges et des véroniques d'un bleu vif nichés parmi les orpins et les joues-barbes. Le décor est ici. Je pense, a-t-il déclaré. Il est venu pour l'atmosphère chaleureuse qui a créé Allen. Il aime être avec ses plus proches amis que Braham et son fils Don, Bill et Melinda Gates et d'autres amis. Et par-dessus tout pour Buffet Sun Valley est l'occasion de réunir toute sa famille au cours d'un des rares moments qu'elle passe ensemble. Il aime que nous soyons tous réunis, affirme sa fille Suzy Buffett. Elle habite à Omaha, son plus jeune frère Howie et sa femme Devon, qui est absente cette année, vivent à Decatur dans l'Illinois. Son plus jeune frère Peter et sa femme Jennifer vivent à Milwaukee.
Suzanne, la femme de Buffet pendant 47 ans et qui vit séparée de lui est arrivée depuis sa maison à San Francisco pour être avec eux. Astrid manque sa compagne depuis plus de 20 ans et est restée dans leur maison à Omaha. Vendredi soir, Warren a revêtu une chemise hawaïenne et a accompagné sa femme à la traditionnelle soirée autour de la piscine près de leur appartement. La plupart des invités connaissent et apprécient Suzy. C'est toujours elle la star de la soirée. Elle y chante de vieux classiques à la lumière des torchers de jardin devant la piscine olympique illuminée. Cette année, alors que les cocktails coulent à flot et que la camaraderie prédomine, un nouveau langage à peine compréhensible B2 ces bandeaux de plumes bande passante large bande fait concurrence aux paroles de l'orchestre. Tout au long de la semaine, un vague sentiment de gêne a sous-tendu les déjeuners, les dîners et les cocktails comme un brouillard silencieux étouffant les poignées de main, les embrassades et les étreintes. Un tout nouveau groupe de cadres technologiques est arrivé arborant un air fanfaron inhabituel. La plupart des invités n'avaient jamais entendu parler d'eux un an auparavant. Certains ont fait montre d'un orgueil qui ne cadre pas avec l'atmosphère habituelle qui prévaut à Sun Valley où une simplicité décidée règne et où Herbert Allen a érigé une règle tacite contre les manières pompeuses sous peine de bannissement. L'atmosphère d'arrogance a encore plus pesé sur les conférences qui sont l'apogée du rassemblement. Des chefs d'entreprise, des hauts fonctionnaires et d'autres personnages importants. Ils donnent des conférences différentes de celles qui donnent ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'aucune parole n'a jamais été prononcée et ne serait-ce que murmurée au-delà des pots de fleurs suspendus à la porte de Sun Valley. Quant aux journalistes célèbres et aux pontes des médias présents, ils respectent la loi du silence. Ainsi libres de ne parler qu'à leurs semblables. Les conférenciers disent des choses importantes et souvent vraies qui les jamais ne pourraient être prononcées face à la presse parce qu'elles sont trop crues. Trop nuancées, trop alarmantes, trop facilement sujettes à la satire ou avec de grandes chances d'être mal comprises. Les journalistes ordinaires sont tapis au dehors, espérant des miettes qui sont rarement jetées. Cette année, les nouveaux nababs de l'Internet Frame font étalage de leur attente stratosphérique, clament haut et fort leur dernière fusion et cherchent à lever des fonds auprès des gestionnaires de portefeuille qui assistent à la conférence. Les gens d'argent qui gèrent les retraites et les économies des autres totalisent ensemble une somme d'argent difficilement imaginable, plus de 1000 milliards de dollars avec 1000 milliards de dollars en 99. On pouvait payer l'impôt sur le revenu de chaque citoyen américain. On pouvait offrir une Bentley toute neuve à chaque ménage dans plus de 9 États. On pouvait acheter absolument tous les appartements de Chicago, New York et Los Angeles ensemble. Certaines des entreprises présentes ont besoin de cet argent. Elles veulent que cet auditoire le leur donne. Plus tôt dans la semaine, les invités de l'émission de Tom Brokaw intitulée Internet et vous ont donné plusieurs conférences sur la façon dont Internet va révolutionner le secteur de la communication. Jay Walker, fondateur de Priceline, a emporté le public dans une vision étourdissante de Internet en comparant l'autoroute de l'information à l'avènement du chemin de fer en 1869. L'un après l'autre, les chefs d'entreprise étalent les fabuleuses perspectives de leur société émaillant leur discours de fanfaronnade environnante. Ils dessinent un futur qui n'aurait pas de limite d'espace de stockage, ni géographique, un futur y globalisant et visionnaire que si certains sont convaincus de la naissance d'un nouveau monde, d'autres les considèrent comme des charlatans. Des chefs d'entreprise technologiques se présentent comme des génies promettants, apportant le feu et à des mortels de moindres conditions. D'autres entreprises plus terre à terre et répondant aux mornes nécessités de la vie, pièces automobiles, meubles de jardin. Représentant à présent un intérêt principalement pour la quantité de technologie qu'elles sont en mesure d'acheter. Certaines actions liées à Internet se négocient à des infinis par rapport à leurs gains virtuels. Tandis que de vraies entreprises qui fabriquent des choses réelles ont baissé en valeur. À mesure que les valeurs technologiques prennent le pas sur l'ancienne économie, le Dow Jones industriel a dépassé le cap de 10 000 points seulement 4 mois auparavant, doublant en moins de 3 ans et demi. Entre les conférences, beaucoup de ces nouveaux riches se réunissent sur une terrasse donnant sur le lac où une paire de cygnes glisse sur l'étendue d'eau. Là, les invités mais pas. Les journalistes peuvent se faufiler à travers les nuées de personnes en pantalon kaki et pull de cachemire pour poser une question à Bill Gates ou Andy Grove. Entre-temps, les journalistes pourchassent les nababs d'Internet lorsqu'ils quittent l'hôtel pour se rendre dans leur appartement, amplifiant l'atmosphère exacerbée d'auto-importance qui prévaut à Sun Valley cette année. Certains des nouveaux tsars d'Internet ont passé leur vendredi après-midi à faire pression sur Herbert pour qu'il les introduise dans la séance de photos du dimanche après-midi de la célèbre photographe Annie de la Media All-Star Team pour le magazine Vanity Fair.
Ils pensaient avoir été invités à Sun Valley parce qu'ils sont les gens du moment et ils ont eu du mal à comprendre qu'Annie a elle-même choisi qui elle voulait photographier. Pourquoi par exemple aurait-elle choisi Buffett? Son rôle dans les médias est passé au second plan via des appartenances à des comités de direction, un vaste réseau d'influence personnelle et plusieurs années de petits et grands investissements dans les médias. En outre, il appartient aux anciens médias. Ils ont du mal à croire que la photographie de son visage booste les ventes de magazines. Ces futures grandes stars se sentent offensées parce qu'elles savent pertinemment que la balance dans les médias a penché vers Internet. C'est ainsi même si Herbert Allen lui-même pense que les nouveaux paradigmes de clics et de visiteurs et de projection de croissance lointaine plutôt que sur la capacité d'une entreprise à gagner de l'argent est absurde. Le nouveau paradigme, dit-il en faisant la grimace, c'est comme le nouveau sexe, cela n'existe pas. Le lendemain, Warren Buffett, emblème de l'ancien paradigme, se lève tôt car il doit être le dernier conférencier de l'année. Invariablement, il a toujours refusé les demandes de conférences sponsorisées par d'autres entreprises, mais lorsqu'Herbert Allen lui demande de parler à Sun Valley, il accepte toujours. La conférence de clôture du samedi matin est le point d'orgue de la conférence. De ce fait, au lieu de se diriger directement vers le cours de golf ou de prendre une canne à pêche, presque tout le monde se rend au buffet du petit déjeuner au Sun Valley Inn. Aujourd'hui, Buffett parlera du marché boursier. En privé, il a critiqué le marché à la gâchette facile tiré par les phénomènes de promotion et qui a envoyé les valeurs technologiques vers des hauteurs délirantes toute l'année. Les actions de son entreprise Hathaway se morfondent dans leur poussière et ce règle rigide de ne pas acheter des actions technologiques semble complètement démodée. Mais les critères n'ont pas d'influence sur sa façon d'investir et à ce jour le seul avis qu'il a donné en public est qu'il n'a jamais fait de prévision boursière. Sa décision de monter sur l'estrade à Sun Valley et de parler marché est donc un événement sans précédent. Peut-être est-il temps. De fait, a la ferme conviction qu'il doit le faire et éprouve un besoin grandissant de prêcher. Il a passé des semaines à préparer son discours. Il comprend que les marchés n'est pas seulement constitués de personnes échangeant des actions comme si c'était des jetons dans un casino. Les jetons représentent les entreprises. Buffett réfléchit à la valeur totale des jetons. Quelle est-elle? Puis il revisite l'histoire tirant de sa mémoire monumentale des exemples. Ce n'est pas la première fois que de nouvelles technologies révolutionnaires apparaissent et bouleversent. Le marché boursier, le chemin de fer, le télégraphe, le téléphone, l'automobile, l'avion, la télévision, tous des moyens révolutionnaires pour connecter les gens et les choses plus rapidement. Mais combien ont enrichi les investisseurs? C'est ce qu'il propose de démontrer. Après le petit déjeuner, Charles Keough monte sur l'estrade. Le fait de connaître la famille depuis plusieurs années à une certaine époque, ils étaient voisins à Omaha. C'est grâce au père de Clark Dunn que Buffett a établi les liens qui l'ont conduit à Sun Valley. Don Keough, aujourd'hui président de Allen & Co. et ancien président de Coca-Cola, a rencontré Herbert Allen lorsqu'il acheta en 1982 Columbia Pictures à Allen & Company. Pour Coca-Cola. Keough et son patron, le PDG de Coca-Cola Roberto Gozueta, avaient été si impressionnés par la méthode de vente de Herbert Allen, si peu conforme à celle des autres, qui le convaincut de les rejoindre. Keough, fils infirmier de Sioux City et ancien enfant de cœur, s'est à présent techniquement retiré de Coca-Cola, mais il continue de vivre par et pour l'entreprise si puissant qu'on l'appelle parfois le président-directeur général de l'ombre. À l'époque, où les Keough étaient ses voisins à Omaha dans les années 1950, Warren demanda à Don comment il comptait payer les études supérieures de ses enfants et il lui proposa d'investir 10 000 € dans sa société. Mais Don avait mis ses 6 enfants dans l'école paroissiale à 200 € par semaine. Il était vendeur de café chez Buternu. Nous n'avions pas l'argent, explique Clark au public. C'est là une partie du passé de ma famille que nous n'oublierons jamais. Le fait rejoint Clark sur l'estrade vêtu de son pull rouge préféré sur une chemise écossaise. Il finit l'histoire. Les Keough étaient les voisins formidables. Il est vrai que de temps à autre Don disait que contrairement à moi il avait un boulot, mais notre relation était géniale. Un jour ma femme Suzy se rendit chez eux pour demander, comme toute bonne voisine qui se respecte, une tasse de sucre. La femme de Don, Mickey, lui en donna un sac entier. Lorsque j'ai su cela, j'ai décidé de me rendre chez les Keough le soir même. J'ai dit à Don: pourquoi ne me donnes-tu pas 25 000 $ pour investir avec moi? Les Keough se réduirent un peu en entendant ces paroles et ils refusèrent. Je reviens quelque temps plus tard et demandai les 10 000 $ dont Clark a parlé et j'ai dû faire face au même refus. Mais je n'étais pas orgueilleux.
Je retournai donc encore une fois plus tard et demandai 5000 $ essuyé le même refus. Donc un soir nous étions en été 1962. J'ai commencé à me diriger vers la maison des Keogueux. Je ne sais pas si j'aurais laissé tomber les 25 000 $ ou pas, mais lorsque j'arrivais à la maison de Keoug tout était silencieux et noir. Mais je savais ce qui se passait. Je savais que Don et Mickey se cachaient à l'étage, c'est pourquoi je ne suis pas parti. J'ai sonné frappé, pas de réponse, mais Don et Mickey étaient à l'étage et tout était noir. Trop sombre pour lire et trop tôt pour dormir. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Nous étions le 21 juin 1962. Clark, quelle est ta date de naissance? Le 21 mars 1963. Ce sont des petites choses comme cela qui font l'histoire. Tu devrais donc être heureux qu'il ne m'ait pas donné les 10 000 $. Ayant enchanté l'auditoire avec cette petite anecdote de fait aborde le sujet. À présent, je vais essayer de mener plusieurs tâches de front. Herb m'a demandé d'inclure quelques diapos montre que tu es à la page. M'a-t-il dit. Lorsqu'Herb dit quelque chose, c'est quasiment un ordre dans la famille de Buffet, passant rapidement sur ce qu'il entend par famille Buffett car Buffet pense que sa famille était pareille à n'importe quelle autre. Il se lance dans une blague à propos d'Allen, le secrétaire d'État du président des États-Unis. C'est un jour précipité dans le bureau ovale s'excusant pour avoir accidentellement programmé deux rencontres en même temps. Le président devait choisir entre rencontrer le pape ou bien Herbert Allen. Buffett fut une pause pour ménager son effet. Envoyez le pape, répondit le président. Au moins je n'ai qu'à embrasser son anneau. À vous tous, amis embrasseurs d'anneaux, je voudrais vous parler aujourd'hui de la bourse, dit-il. Je parlerai de la valorisation des actions, mais je ne dirai pas comment prédire leur mouvement le mois prochain ou l'année prochaine. La valorisation n'est pas la même chose que la prévision. Sur le court terme, le marché est une machine qui sert à voter. Sur le long terme, c'est une machine qui sert à peser. Finalement, le poids compte, mais les votes comptent sur le court terme et c'est une façon de voter très antidémocratique. Malheureusement, ils n'ont pas de test en termes d'aptitude à voter comme vous le savez tous. Buffet appuie sur un bouton et un grand écran. PowerPoint apparaît à sa droite. Bill Gates assis dans l'auditoire retient son souffle, une seconde jusqu'à ce que Buffet, notoirement maladroit, parvienne à faire apparaître la première diapositive. Il s'approche de l'écran et commence à expliquer au cours des 17 dernières années. La taille de l'économie a été multipliée par 5. Le chiffre d'affaires des 500 entreprises du classement Fortune a été multiplié par plus de 5. Cependant, en cours de ces 17 années, le marché boursier a stagné. Et le recul de 2 pas, ce que vous faites lorsque vous investissez, c'est que vous retardez la consommation et déboussez plus d'argent aujourd'hui dans le but d'en récupérer plus tard. En réalité, il n'y a que 2 questions. La première est combien allez-vous récupérer d'argent et la seconde quand. Ésope ne te sert pas un roi de la finance parce qu'il a dit quelque chose comme un tiens vaut mieux que 2 tu l'auras, mais il ne dit pas quand le taux d'intérêt. Le coût de l'emprunt explique de fait sont le prix du quand. Ils sont à la finance ce que la gravité est à la physique. Lorsque les taux d'intérêt varient, les valeurs de tous les actifs financiers, maisons, actions, obligations varient. Et c'est pourquoi parfois un tiens vaut mieux que 2 tu l'auras et parfois pas. De ce ton nasillard monocorde et voilé, les mots arrivent si vite que parfois ils s'entrechoquent. Buffet a relié Ésope au grand marché aussi des années 1990 qu'il décrit comme crevin. Les bénéfices ont beaucoup moins augmenté que lors de cette période précédente, mais les valorisations étaient élevées car les taux d'intérêt étaient bas. Moins de personnes voulaient l'argent. Le tien a des taux aussi bas. Les investisseurs payaient donc des prix incroyables. Pour ce tu l'auras avec désinvolture, Buffet appelle cela le facteur d'avidité. Le public majoritairement composé de gourous de la technologie qui changeaient le monde tout en s'enrichissant grâce au grand marché. Aussi, restent silencieux, ils sont assis sur des portefeuilles d'actions qui se négocient à des valeurs extravagantes. De ce fait, ils se prennent pour des jeunes. C'est un nouveau paradigme, cette aube de l'ère Internet. Il estime que Buffet n'a pas le droit de les traiter de Cupid. Warren qui a accumulé de l'argent pendant des années et on a très peu perdu, qui est très économe, qui passe le plus clair de son temps à réfléchir à comment gagner de l'argent, qui a rejeté le boom technologique et a raté le coche crash dans leur champagne. Buffet continue. Il n'y a que 2-3 manières pour que le marché continue d'augmenter de 10% ou plus par an. La première, si les taux d'intérêt chutent et stagnent sous les niveaux historiques. La deuxième,
c'est la part de l'économie qui va aux investisseurs par opposition aux employés, au gouvernement et autres dépasse son niveau déjà historiquement élevé. La troisième, si l'économie commence à croître plus vite que la normale du fait qualifie l'utilisation d'hypothèses aussi optimistes que celle-ci prendre ses désirs pour des réalités. Selon Buffett, certaines personnes ne pensaient pas que la totalité du marché croîtrait. Elles pensaient simplement qu'elles pouvaient choisir les gagnants agitant les bras comme un chef d'orchestre. Il parvient à afficher une autre diapositive tout en expliquant que même si l'innovation peut sortir le monde de la pauvreté, historiquement ceux qui investissent dans l'innovation n'en sont jamais ressortis gagnants par la suite. Voici une demi-page qui provient d'une liste longue de 70 pages de toutes les constructeurs automobiles aux États-Unis. Il agite la liste complète dans l'air. Il y a quelques années, on comptait 2000 constructeurs automobiles. La voiture est probablement l'invention la plus importante de la première moitié du XXe siècle. Elle a eu un énorme impact sur la vie des gens. Si vous aviez vu à l'époque les premières voitures, comment ce pays se développerait dans ce domaine? Vous seriez dit? C'est ici que je dois être mais des 2000 entreprises qui existaient. Il y a encore quelques années. Seules 3 ont survécu et à un moment ou un autre. Toutes les 3 se vendaient pour au moins que leur valeur comptable qui est le montant d'argent qui a été placé dans les entreprises et laissé là. Les voitures ont donc eu un énorme impact en Amérique mais c'est tout le contraire. Pour les investisseurs, ils posent la liste pour plonger les mains dans sa poche. Aujourd'hui, il est parfois plus facile de deviner qui seront les perdants. Il y avait selon moi une décision évidente à l'époque. Et bien sûr la chose que vous auriez dû faire, c'est de vendre à découvert des chevaux. Clique, une diapo sur les chevaux apparaît. Population chevaline aux États-Unis en 1900. Il y en avait 17 millions en 1998. Il en reste plus que 5 millions. Franchement, je suis assez déçu que la famille Buffett n'ait pas vendu à découvert des chevaux tout au long de cette période. Il y a toujours des perdants, des membres du public, rient sous cap, leur entreprise peuvent perdre de l'argent mais au fond d'eux, ils sont convaincus d'être des gagnants. Des supernovas qui brillent au sommet d'un changement énorme dans le ciel. Il est certain que leurs noms entreront dans les livres d'histoire un jour. Clique, une autre diapositive apparaît. L'autre grande invention de la première moitié du siècle a été l'avion. Dans la période qui s'étend de 1919 à 1939, il y avait environ 200 entreprises. Imaginez si vous aviez pu prévoir l'avenir de l'industrie aéronautique à l'époque à Kitty Hawk. Vous auriez vu un monde que vous n'auriez même pas pu imaginer, mais supposons que vous ayez eu la vision de ce qu'il aurait été et que vous avez vu tous ces gens souhaitant voler pour rendre visite à leur famille ou alors échapper. Vous décidez alors que c'est là qu'il faut être. Il y a 2 ans. Aucun bénéfice n'a été gagné par l'ensemble de tous les investissements boursiers dans l'industrie aéronautique. J'aime à penser que si j'avais été présent à Kitty Hawk, j'aurais été assez prévoyant et assez civique pour assassiner Orville. Je le devais aux futurs capitalistes. Autre léger gloussement dans la salle. Certains sont fatigués de ces vieux exemples ressassés, mais par respect ils laissent Warren Buffett continuer à présent, ils parlent de leur entreprise. C'est merveilleux de promouvoir de nouvelles industries parce qu'elles sont très faciles à promouvoir. Il est très difficile de faire la promotion dans des produits courants, il est beaucoup plus facile de promouvoir un produit ésotérique, même un qui présente en particulier des pertes parce qu'il n'existe pas d'indication quantitative en disant cela. Buffett touche son public directement. Là où ça fait mal, mais les gens continueront d'investir. Vous savez, cela me rappelle cette histoire du prospecteur de pétrole qui est mort et s'est présenté au paradis. Saint-Pierre lui a dit bien. J'ai vérifié votre parcours et vous répondez à tous les critères, mais il y a juste un problème. Ici nous avons des lois et nous gardons tous les prospecteurs de pétrole dans cette prison et comme vous pouvez le voir, elle est pleine à ras-bord. Il n'y a pas de place pour vous. Le prospecteur répond, ne permettez-vous de vous dire simplement 7 mots? Je n'y vois pas d'inconvénient, lui répond Pierre. Alors le prospecteur met ses mains en porte-voix et hurle, on a découvert du pétrole en enfer. Naturellement, la cage s'ouvre et tous les prospecteurs se dirigent vers là-bas. Saint-Pierre dit alors, c'est là un tour très efficace. Bon, vous pouvez entrer, faire comme chez vous. Vous avez toute la place. Le prospecteur s'arrête à l'instant puis dit non. Je pense que je vais rejoindre les autres. Après tout, cette rumeur est peut-être vraie. C'est exactement ainsi que se comportent les gens concernant la bourse. Il est très facile de croire qu'il y a une once de vérité dans une rumeur après tout. Cette saillie provoque un nouveau,
Un rire diffus pendant une demi-seconde qui s'étrangle. Dès que l'assemblée comprend ce que veut dire Buffet comme les prospecteurs. Il pourrait être assez stupide pour suivre des rumeurs et pour forer du pétrole en enfer. Il termine en revenant au proverbe un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Il n'y a pas de nouveau paradigme, affirme-t-il. Finalement, la valeur du marché boursier ne peut refléter que le rendement de l'économie. Il fait apparaître une nouvelle diapo pour illustrer comment pendant plusieurs années, la valorisation boursière a énormément devancé la croissance économique. Selon Buffet, cela signifie que les 17 prochaines années pourraient ne pas apparaître bien meilleures que cette longue période. C'est allant de 1964 à 1980 lorsque le dos avait stagné. C'est-à-dire à moins que le marché ne s'effondre. Si je devais choisir le rendement le plus probable au cours de cette période, dit-il, ce serait probablement 6%. Toutefois, une récente étude a montré que les investisseurs attendent un rendement du marché entre 13 et 22%. Il s'avance vers l'écran. Pour remuant ses épais sourcils, il pointe du doigt le dessin d'un homme et d'une femme nus pris d'un célèbre livre sur la bourse. L'homme a dit à la femme: il y a certaines choses qui ne peuvent pas être expliquées à une vierge par des mots ou par des images. Le public a compris ce qu'il veut dire, que les gens qui ont acheté des valeurs Internet sont sur le point d'être arnaqués. Dans la salle, il règne un silence de plomb. Personne n'arrive, personne n'a glissé ricané ni s'est esclaffé. Faisant comme s'il n'avait rien remarqué, Buffet revient sur l'estrade et parle à l'assemblée des petits cadeaux qu'il leur rapporte de son entreprise. Je viens d'acheter une entreprise qui vend des avions en propriété. Fractionné, dit-il. J'ai pensé donner à chacun d'entre vous un quart de part d'un Gulfstream. 4 mai, lorsque j'ai été à l'aéroport, je me suis rendu compte que ce serait un pas en arrière pour la plupart d'entre vous. À cette saillie, l'assemblée rit. C'est pourquoi, continue-t-il, je me propose à la place de donner à chacun d'entre vous une loupe de bijoutier. Vous devrez l'utiliser pour observer les alliances des femmes, des autres, les troisièmes femmes en particulier. Cette saillie touche son but. L'assemblée éclate de rire et applaudit. Puis soudain un courant plein de ressentiment envahit la salle, le sermon de Buffet sur les excès du marché à Sun Valley en 1999 a été comme prêcher la chasteté dans une maison close. Le discours a pu clouer l'assemblée sur ses sièges, mais cela n'a pas signifié que le public le suivra et s'abstiendra. Toutefois, certains pensent avoir entendu là quelque chose d'important. C'est génial. C'est la leçon de base sur le marché boursier tout en une leçon, affirme Bill Gates. Les gestionnaires de portefeuille, dont un grand nombre, recherchent des actions moins chères et on trouverait réconfortant voire cathartique. Buffet agite un livre en l'air. Ce livre a été l'étayage intellectuel de la folie boursière de 1929. Laurent Smith a démontré que les actions ont toujours rapporté plus que les obligations. Smith a identifié 5 raisons, mais la plus originale fut le fait que les entreprises conservaient une partie de leurs bénéfices qu'elles pouvaient réinvestir à un certain taux de rendement. C'est ce qu'on a appelé les bénéfices réinvestis, une idée originale en 1924, mais comme le disait toujours mon mentor 20 grammes, une bonne idée peut apporter plus de problèmes qu'une mauvaise parce que vous avez oublié que les bonnes idées ont des limites. Lord Keynes, dans le préface de ce livre, a écrit « Il est dangereux d'atteindre que les résultats du futur soient prédits à partir du passé ». Il a réussi à revenir au même sujet. On ne peut pas extrapoler à partir de quelques années passées où les cours de la bourse ont grimpé en flèche. Bon, maintenant, y a-t-il quelqu'un dans la salle que je n'ai pas insulté? Il marque une pause. La question est purement rhétorique. Personne n'a levé la main. Merci, dit-il pour finir. La règle de Buffet est louée par le nom, critiquée par la catégorie. Son discours aura pour but d'être provoquant mais pas rébarbatif, car ce que les autres pensent de lui compte beaucoup pour lui. Il a nommé aucun coupable et suppose que son public va se remettre de ses blagues. Son raisonnement est si puissant, quasiment irréfutable, qu'il pense que même ceux qui n'ont pas apprécié son message en reconnaîtront la force. Et l'éventuel malaise qui a été ressenti dans l'assemblée n'a pas été exprimé à haute et intelligible voix. Il répond à diverses questions jusqu'à la fin de la réunion. Les gens commencent à se lever et l'applaudissent. Peu importe comment ils le voient, un exposé magistral sur comment réfléchir à propos de l'investissement et le dernier rugissement d'un vieux lion. Le discours fut incontestablement un tour de force. Buffet, tu es resté au top pendant 44 ans dans une entreprise où 5 années de bonne performance et une réussite significative. Pourtant, à mesure que les résultats ont ralenti leur progression, la question se dessine toujours: quand faillira-t-il?
déclarera-t-il à la fin de son règne ou bien un séisme détrônera-t-il pour certains aujourd'hui? Le moment est venu. Il aura peut-être fallu une invention aussi importante que le PC joint à une technologie ainsi imposante comme Internet pour le renverser. Mais apparemment il néglige les informations qui sont disponibles gratuitement et il repousse la réalité du siècle nouveau qui approche. Alors qu'il marmonne impoli. Quel magnifique discours Warren les jeunes lourds rétifs. Lors de la pause jusqu'à dans les toilettes pour dames, on a entendu des remarques sarcastiques chez les femmes de la Silicon Valley. Il ne s'agit pas seulement de savoir si Warren Buffett se trompe comme certains le pensent, mais même si finalement, il s'avère qu'il a raison comme d'autres le croient, son austère prédiction du futur de l'investissement contraste violemment avec son passé légendaire. Car dans ses premiers jours de gloire, les actions étaient bon marché et du fait on a acheté des milliers là. Il fut pratiquement le seul à avoir remarqué les pommes dorées abandonnées sur le chemin. À mesure que les années ont passé, les obstacles sont apparus rendant plus difficile. Le fait d'investir d'avoir un avantage de deviner ce que les autres ne savent pas. Qui donc est Warren Buffett pour se permettre de leur faire la morale à présent que leur tour est arrivé? Qui est-il pour qu'ils ne doivent pas gagner de l'argent tant qu'ils le peuvent grâce à ce merveilleux marché? Le reste de cet après-midi de détente les invités de Herbert Allen. Il joue une dernière partie de tennis ou de golf ou bien se dirige vers le duc pour bavarder tranquillement. Warren Buffett passe son après-midi avec de vieux amis qui le félicitent pour son discours. Il est certain d'avoir convaincu l'Assemblée. Il n'a pas donné un discours émaillé de preuves. Aussi convaincante simplement pour être dans les annales. Buffett qui veut être aimé a enregistré l'ovation pâle et murmure mais la version la moins flatteuse est de remarquer le nombre de ceux qui n'ont pas été convaincus. Selon eux, Warren Buffett a tenté de justifier. Après coup le fait d'avoir raté le bond technologique et ils ont été étonnés de le voir faire des prédictions aussi spécifiques des prophéties qui s'avèreront certainement fausses. Loin de ses oreilles. La rumeur va bon train ce bon vieux Warren. Il a raté le coche. Comment a-t-il pu rater le boom technologique? Pourtant c'est un ami de Bill Gates. Quelques kilomètres plus loin au River Run plus tard dans la soirée avec les invités au dîner de clôture installé à nouveau selon un plan invisible. Herbert Allen parle. Je te le remercie. Plusieurs personnes étirent le bilan de la semaine, puis suivi du fait monte sur scène derrière les fenêtres qui donnaient sur le Bigwood River et rechantent les vieux classiques. Enfin, les invités rentrent au Sun Valley où des patineurs olympiques tournoient et virevoltent. C'est le show de patinage artistique du samedi soir lorsque les feux d'artifice explosent dans le ciel à la fin de la soirée. Sun Valley 99 est déclaré un magnifique spectacle de 5 jours. Toutefois, ce dont la plupart des invités se rappelleront mais pas le parcours en canoë-kayak, ni les patineurs. C'est le discours de Warren Buffett sur le marché, la première prévision qu'il fait depuis exactement 30 ans. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner pour la suite du livre. À très bientôt, passez une bonne journée.